Julie Leblanc, bienvenue à Revue Ma Julie, tome 3, volume 4, pour le mois d'octobre 2020. C'est un plaisir de vous présenter quelqu'un qui a vraiment beaucoup de connaissances et qui a aussi un grand sens de la dévotion. Je vous présente le docteur, j'hésitais médecin, docteur, c'est pas facile, le docteur Michel Taillefer, médecin, c'est comme ça, finalement ça passe. OK, docteur Taillefer, merci beaucoup de nous recevoir. Plaisir, Julie. Vous êtes spécialisé en médecine régénérative. En fait, c'est un terme qui est en vogue depuis qu'on a commencé à utiliser les propriétés régénératives du plasma et des plaquettes sanguines. Donc, c'est un domaine qui touche à tous les aspects de la médecine, mais dans le travail que je fais depuis 40 ans maintenant, c'est les douleurs musculo-squelettiques qui sont mon pain et mon beurre quotidien. Donc, les gens viennent me consulter pour des douleurs articulaires, des bursites, des tendinites, l'arthrite, l'arthrose, problèmes de mal de dos, mal de cou, sciatique, arthrite rhumatoïde. Donc, ça, c'est l'essentiel de la clientèle que je vois depuis plusieurs années, en fait depuis 40 ans, parce que dès le début de ma pratique, bien que je sois omnipraticien de formation, je n'ai jamais pratiqué la médecine générale en tant que telle. J'ai tout de suite commencé ma pratique en orientant ma clientèle vers les gens qui ont des problèmes musculo-squelettiques. Donc rapidement, ça m'a passionné, et ce qui fait que l'essentiel de toutes les formations supplémentaires que j'ai prises, les cours, les lectures et les rencontres que j'ai faites avaient pour but d'explorer un petit peu plus les possibilités de la médecine à ce niveau-là. Et depuis une dizaine d'années, la médecine régénérative, telle qu'on entend, c'est-à-dire aider le corps à se réparer, et de plus en plus d'actualité. Donc, c'est dans ce sens-là que dans le cours des services qu'on offre, l'usage du plasma concentré, donc le PRP, plasma riche en plaquettes, est une option qu'on utilise quand les injections plus conventionnelles de cortisone, par exemple, ou d'anti-inflammatoires non cortisonnés. Lorsque ces produits-là ne sont plus efficaces, on peut offrir ces injections. OK, injection au PRP, c'est très intéressant. Alors, c'est des plaquettes riches en plasma, vous avez dit? En fait, c'est du plasma riche en plaquettes. La façon qu'on le prépare, c'est une prise de sang qu'on fait. Et qu'on fait le tube qu'on récolte, on le centrifuge dans des tubes spéciaux qui permettent d'extraire le plasma et les plaquettes. Et un coup qu'on a fait cette centrifugation-là, on va extraire une partie du plasma pour augmenter la concentration. Donc, on obtient ce qu'on appelle dans le langage d'EMA Québec un culot plaquettaire, donc une concentration de plaquettes importante. On parle de 10 à 12 millions de plaquettes dans un petit tube, qu'on va, à ce moment-là, par guidage échographique, on va les pouvoir injecter ça à des endroits bien précis, dans un ménisque déchiré, un tendon, un ligament ou une articulation qui est usée ou inflammée, pour aider le corps à utiliser ses propres ressources, donc les cellules souches vont migrer aux endroits où on a placé le PRP, le plasma riche en plaquettes, et ça permet d'optimiser les mécanismes de réparation tissulaire. Et donc, on utilise ça de façon régulière depuis 2010. Puis quand j'ai commencé ça en 2010, on était 4-5 médecins qui faisaient ça au Québec. Maintenant, on est rendu une centaine de médecins au Québec qui utilisent le plasma et les plaquettes pour les douleurs, les problèmes de conditions musculo-squelettiques. Mais déjà, côté science, c'est très innovateur qu'on soit capable d'aller chercher des plaquettes comme ça pour alimenter les cellules souches. Oui, en fait, le processus d'extraire des plaquettes existe depuis longtemps. C'était en milieu hospitalier, on faisait ces prélèvements-là pour les gens qui, pour des raisons congénitales ou des raisons de graves blessures, n'avaient pas assez de plaquettes, et donc ils ne faisaient pas assez de coagulation efficace. Et donc, on concentrait les plaquettes et on leur donnait en injection intraveineuse. C'est juste depuis à peu près une vingtaine d'années qu'on a commencé à réaliser que la plupart des mécanismes de réparation tissulaire, que ce soit un os, un ligament, la peau, l'œil, le cœur, toutes ces structures-là, lorsqu'elles sont blessées, c'est les facteurs de croissance que les plaquettes libèrent qui déclenchent les cascades de mécanismes de réparation. Et donc, si on prend l'exemple le plus simple, une plaie à la peau, les plaquettes vont être la première sorte de cellules du sang qui vont faire le caillot. Donc, un caillot, c'est un blocage de la plaie par des plaquettes qui viennent toutes se pacter bien solides pour arrêter le saignement, mais en même temps, en se pactant ensemble, ils libèrent des facteurs de croissance qui vont attirer les cellules souches
à réparer la peau. Et là, c'est là qu'on voit la relation d'indissociabilité entre les plaquettes et les cellules souches. Donc, les cellules souches vont toujours aller là où les plaquettes vont leur dire d'aller. Ils sont attirés, on appelle ça un phénomène de chémotactisme. Et les cellules souches sont également dépendantes des plaquettes pour décider en quoi je vais me transformer. Okay? Donc, une cellule souche, on a des milliards et des milliards de cellules souches à la naissance, partout dans notre corps humain, puis qui, toute notre vie, vont servir à réparer les petites blessures qu'on se fait des centaines de fois par jour. Les cellules souches vont migrer là où les plaquettes leur disent d'aller pour réparer un petit vaisseau sanguin, un petit bout de peau, un petit bout d'articulation, un petit bout de vaisseau sanguin. Tout ça, ça se fait en silence, c'est-à-dire que ça se fait sans nécessairement de manifestation, à tous les jours, des centaines de fois chez tous les êtres humains. Maintenant, à certains endroits, le mécanisme de réparation semble tourner en rond puis il ne se complète pas. Donc l'inflammation déclenche puis ça n'arrive pas à se terminer. Donc parmi les modalités plus modernes pour traiter ça, l'injection de plaquettes permet d'activer la réparation à des endroits où, semble-t-il, la réparation n'arrive pas à se compléter. Vous poussez le processus aussi pour les problèmes de perte de cheveux, entre autres. Alors, c'est le même procédé, mais au niveau de la tête pour refaire les exactement. cheveux. Donc, on a utilisé ça dans le domaine plutôt médico-esthétique, où on s'est aperçu que parmi les nombreux facteurs de croissance que les plaquettes libèrent, il y a des facteurs de croissance qui vont permettre de stimuler le cuir chevelu, c'est-à-dire de stimuler les follicules pileux. Et donc, ça permet de créer une ambiance vasculaire et hormonale, localement, qui permet d'aider un bon pourcentage de gens qui ont des problèmes d'alopécie, donc de perte de cheveux. Est-ce que c'est une maladie, être chauve? Oui puis non, parce qu'il y a des centaines de raisons pour lesquelles on peut perdre des cheveux, mais de loin la plus fréquente, c'est une perte de cheveux qui est probablement un petit peu d'origine génétique. Donc les hommes vont perdre leurs cheveux à peu près au même âge que leur père s'ils ont une tendance héritière à le faire. Ça peut apparaître dans la vingtaine, ça peut apparaître à un âge beaucoup plus avancé. Et il y a des causes parfois fongiques, donc des champignons qui peuvent également aller créer des lésions dans les follicules pileux. Juste le stress, un stress chirurgical, quelqu'un qui pèse tous ses cheveux après une grosse chirurgie, ou après une grosse maladie, ou après un gros choc nerveux. Tout ça, ça crée des conditions probablement neuro-hormonales qui favorisent une perte de cheveux. C'est-à-dire que tous les cheveux deviennent en phase et tombent en même temps. Donc ça, c'est l'alopécie qui est souvent associée à des conditions qui vont parfois se régler toutes seules, c'est-à-dire que les cheveux vont repousser dans les mois suivants, puis parfois ils ne repoussent pas. Donc ces gens-là, on peut les aider. Il y a également les gens qui ont eu de la chimiothérapie. Ça, c'est classique d'avoir des gens qui ont certains protocoles de chimiothérapie pour traiter des cancers, qui vont avoir une perte de cheveux. Parfois, ça va être une perte de tout ce qui s'appelle pilosité, là, incluant les poils, les sourcils, les cils. Toute la pilosité disparaît. Ça dépend toujours de la façon que les gens vont répondre à la chimio. Donc ces gens-là également, on peut les aider un coup que la chimiothérapie est terminée, effectivement. Je suis intéressée par les cils. Les cils, vous pouvez faire des petites injections pour que les cils poussent davantage? Possiblement que ça se fait, mais ça, je dirais le seul côté non musculo-squelettique que je fais dans mon travail avec le PRP, c'est pour l'alopécie au niveau du cuir chevelu. Okay. Pour les autres régions, parce qu'il y a beaucoup de PRP qui peut être utilisé également pour la peau en général, pour les grands brûlés, les gens qui ont des cicatrices de vergeture, c'est plutôt des choses qui peuvent être faites d'un point de vue plutôt médico-esthétique. Ça, c'est pas vraiment mon domaine. Okay. Mais je sais que ça existe, puis à ce moment-là, je réfère aux personnes compétentes qui peuvent faire ça pour les gens qui veulent essayer le PRP pour traiter ces problèmes. Dans le fond, vous touchez au niveau esthétique, surtout pour les cicatrices d'acné, ce que j'ai vu dans... Non, ben, on peut faire ça. Je n'ai pas une grande expérience dans ce domaine-là, mais compte tenu que c'est relativement simple, on pourrait utiliser le PRP effectivement pour les cicatrices de brûlure, les cicatrices de vergeture, les cicatrices d'acné, les cicatrices également de chirurgie qui demeurent boursouflées et qui ne semblent pas ce qu'on appelle des cicatrices kéloïdiennes. Donc le PRP a été essayé à toutes ces situations-là avec un bon degré de succès, et comme c'est vos propres cellules qu'on utilise, donc il y a un côté très
simple et sécuritaire, je dirais. Fait que c'est pas comme la greffe de cheveux, là, où ils prennent des cheveux puis qu'ils posent ça puis que ça arrête tout dispersé. C'est vraiment, exemple, 1000 injections de ces plaquettes-là. C'est entre 500 et 1000 injections par séance. OK. Et il y a beaucoup de plasticiens qui faisaient des greffes de cheveux qui finissaient le traitement avec du PRP. Puis après ça, ils se sont aperçus qu'il y avait des très bons résultats sans faire la greffe, juste en faire du PRP. Fait qu'il y a beaucoup de plasticiens qui finalement font que du PRP, puis ils vont réserver les greffes à ceux qui ont vraiment un crâne qui est devenu complètement chauve. Parce que les follicules pileux, s'ils ne sont pas stimulés après un certain nombre de mois ou d'années, ils s'éteignent. Mais dans la mesure où il y a des follicules pileux qu'on peut encore restimuler, même si ça fait plusieurs années, on peut absolument obtenir des bons résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que le follicule pileux produit normalement 6 à 8 cheveux par follicule. Puis quand il tombe en phase de latence, il y en a peut-être juste 0 à 1. Fait que là, le cuir chevelu devient beaucoup plus éclairci. C'est ce qui amène la plupart des gens qui veulent utiliser ces traitements-là. Ça prendrait à peu près, si on prend un chauve typique, là, ça prendrait combien de traitements, parce que là c'est aux 3-4 mois, Oui. Ça prendrait combien de traitements avant qu'il y ait vraiment comme la tête... Regarnie. Oui, regarnie. Okay. En général, on fait 4 à 5 séances à quelques semaines d'intervalle. Après ça, on suggère de revoir dans une semaine. Fait que je vais juste, si tu veux, on peut l'arrêter 2 secondes. Juste dans le corridor qui est là, j'ai mis une photo de ma première patiente que j'ai faite. Puis tu vas voir la différence. Elle est venue 6 mois plus tard, donc j'avais fait 4-5 séances. Puis comme elle se regardait à tous les jours, elle dit, j'ai vu aucune différence. Elle dit, un instant, j'ai pris une photo, là, elle va te donner un traitement. Maintenant, on va prendre une photo, puis on va les comparer. Donc on va les voir à côté. OK, on y va. Ah non, filme pas ça, filme pas ça. La même chose pour le PRP, quand on fait une injection pour une tendinite, c'est pas comme on fait une injection conventionnelle où le patient s'attend que dans les 3-4 prochains jours, sa douleur s'envoie puis il peut recommencer à fonctionner. Quand on fait un PRP, c'est que justement ces traitements-là sont moins efficaces, donc on fait un traitement qui est beaucoup plus graduel, mais qui va être plus définitif. Donc il faut qu'il se repose plus longtemps que si c'était juste l'injection conventionnelle. Est-ce qu'on peut aller voir la centrifugeuse? Ça a l'air de quoi, la machine? Oui, c'est une machine qui a comme ça dans toutes les cliniques, dans tous les hôpitaux. Allez, bon, ça. Ouais, vite. Il n'y a rien de secret. Fait que ça, c'en est un exemple ici. Ah, OK. Centrifugeuse ici. Donc, on met le sang dans un tube, puis il faut mettre un autre tube égal. On fait centrifuger à différentes vitesses, dépendant du type de PRP qu'on veut obtenir. Puis, il y en a un autre modèle ici. Excellent. Puis, tout se fait sous guidage échographique, évidemment. OK. Fait que dans le fond, vous plantez, mais vous regardez à partir de la télé. Ça, c'est pour tout le musculo-squelettique. OK. C'est pas pour les cheveux. Pour les cheveux, on le fait avec un fusil intradermique. OK. Donc, c'est un appareil qui est dédié juste pour ça. Super. Bien, merci de cette petite visite. La thérapie de PRP pour le cuir chevelu représente peut-être 1% de la pratique. C'est donc dire que 99% de notre pratique est dédiée à une clientèle qui consulte pour des problèmes de douleur musculo-squelettique. Les gens qui n'ont plus d'alternative, finalement, le physio ne peut plus rien faire, ou la médecine générale. Avec l'usage des médicaments, la physio. Souvent, les gens vont avoir eu d'autres approches de thérapie manuelle, comme l'ostéopathie, la chiropraxie, la massothérapie, l'acupuncture. Donc, c'est toutes des approches qui, dans bien des cas, vont régler le problème. Moi, je vais aller voir si ça ne marche pas. Donc, souvent, les médecins vont nous envoyer des patients parce que la médication ne fonctionne pas, ou elle fonctionnait, elle ne fonctionne plus. Les soins d'ostéo fonctionnaient, ça semble, ça fonctionne moins, ou il y a eu un événement traumatique supplémentaire. Puis là, le patient est plus soulagé par les traitements habituels. C'est souvent là qu'on les voit. On est souvent les bons derniers là-dedans. Dans le clinique de douleur, les gens viennent nous voir habituellement parce qu'ils ont déjà utilisé d'autres modalités. Puis ceux que ça a bien marché, bien ceux-là, je ne les vois jamais parce que ça a bien été. Moi, je vois ceux que ça n'a pas marché, donc il faut qu'on aille un petit peu plus loin dans notre démarche pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui a été oublié au niveau diagnostic. Donc, des carences alimentaires, des carences de vitamines, des carences de minéraux, des maladies sous-jacentes qui n'ont pas été identifiées, comme des problèmes de thyroïde, problèmes de diabète, problèmes d'anémie. Donc, tout ça, souvent, on va le vérifier pour être sûr qu'on n'était pas en train de traiter quelque chose qui se traiterait autrement. Donc la démarche du questionnaire, de l'examen physique, puis des bilans
devient important, puisqu'on a affaire à quelqu'un qui a déjà été soigné et que ça ne marche pas. Donc, il faut garder en tête, il faut garder des petites fenêtres ouvertes pour voir s'il y a autre chose qui justifierait pourquoi ça n'a pas marché, alors que dans la plupart des cas, ça marche avec des approches plus simples. Je prends l'exemple d'une coiffeuse qui travaille beaucoup avec la brosse, le séchoir, etc. Puis là, elle a beaucoup de douleur. Elle vient pour des injections, mais elle continue quand même de travailler après. Fait que le problème ne se règle pas vraiment, puisque c'est toujours les mêmes mouvements, etc. Oui. Est-ce que ça peut... Comment qu'on fait dans ce cas-là quand tu ne veux pas vraiment changer de profession, mais que ton corps ne suit plus? C'est 2 injections par année jusqu'à temps que tu prennes ta retraite, quoi? Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un que je vois pour la Xème fois ou c'est la personne qui consulte pour un premier événement? Ça fait 25 ans que je suis coiffeuse. Puis de ce temps-ci, j'ai fait un petit peu plus de surtemps. Là, mon coude, il fait mal. J'ai jamais eu ça auparavant. Puis je ne peux pas m'arrêter, je suis patronne. Fait que si moi, je ne rentre pas, j'ai pas de sous qui rentre, pouvez-vous me traiter pareil? Fait que quand c'est un premier épisode, je dis, bon, dans la majorité des cas, ça va bien, on va faire une petite infiltration conventionnelle, on va mettre de la glace, on essaie de se reposer durant la fin de semaine, puis d'essayer de voir s'il n'y a pas certains actes qui peuvent être délégués à une collègue ou des clients plus difficiles qui peuvent être reportés. On prend le cas d'une coiffeuse, chaque cas est particulier. Et donc, premier épisode, puis dans bien des cas, ça fonctionne bien. Je la revois 2 ans plus tard. Ah, ça va bien été, mais là, on est dans la période des fêtes, j'ai donné un gros coup. Puis là, ma douleur est réapparue, puis là, je termine ce soir, j'ai 2 semaines off. Là. Ah, c'est parfait. Bon, les 2 semaines off, c'est pas tant pour le fait du gros ménage, de l'écorder du bois. Ça va être le temps de mettre encore beaucoup de glace, de se reposer, puis là, l'infiltration risque d'être encore plus efficace parce qu'il y a une période de repos qu'on n'avait pas eue la dernière fois. D'une fois à l'autre, on ne répète pas le même traitement, où on essaie de créer toujours un contexte qui est de plus en plus favorable parce que ce soit la dernière qu'on a besoin de faire. Pour les gens, mes menuisiers, mes plombiers, mes corps de métier, mes infirmières, mes gens qui font beaucoup de travail répétitif, bijoutiers ou pianistes, ou des gens qui font des sports intensifs, dans certains cas, la plupart du temps, il ne sait pas. Il peut être un énorme effet placebo ou nocebo. Puis le fait qu'ils n'en tiennent pas compte, ils s'exposent à créer un nocebo sans le vouloir, un effet négatif. Puis le fait d'en tenir compte, il peut démultiplier l'effet de chacune de ces interventions en créant un contexte favorable. Donc le degré d'écoute, le regard, la prudence dans ses affirmations, le fait de ne pas critiquer ce que les autres ont fait, le fait de faire un tout avec ça. Même si c'est inconscient chez le patient, il va se sentir reçu et automatiquement, nos interventions vont devenir beaucoup plus efficaces. Simplement par le fait qu'on crée un contexte favorable au niveau neuro-hormonal, donc un contexte de réceptivité et non pas un contexte de fight or flight, la réaction de fuite ou d'agression. C'est une réaction qui libère les hormones de stress, alors qu'une relation d'échange ou d'écoute, de respect mutuel, quand c'est perçu, ça crée un contexte neuro-hormonal beaucoup plus propice à commencer un processus de réparation tissulaire, quel qu'il soit, finalement. Ben, c'est le fun de savoir que son médecin nous comprend, tu sais. Oui, ça peut laisser autant un médecin oncologue qui traite des cancers, à un médecin cardiologue qui traite des maladies du cœur ou un neurologue qui traite des maladies du système nerveux, qu'un médecin qui fait de la thérapie de problèmes musculo-squelettiques comme moi. On continue parce que vous avez quand même fait le tour du monde. Après ça, plus de 300 000 infiltrations thérapeutiques effectuées depuis 1982. OK, on mentorera après ça. En fait, il y a comme le 2010 avant et après. Avant ça, c'était surtout des conférences qu'on allait, des ateliers de formation dans le domaine musculo-squelettique. Mais à partir de 2010, l'essentiel des ateliers que je faisais, c'était pour parfaire ma formation au niveau de l'apprivoisement de la technique d'échographie musculo-squelettique et les différentes procédures que ça permettait de faire. Donc, beaucoup de médecins qui commencent à faire du PRP n'ont pas le choix de se former également pour faire de l'échographie, pour leur permettre d'aller porter ces 10 à 12 millions de plaquettes qu'on obtient avec un prélèvement à des endroits bien ciblés, qu'on ne pourrait pas facilement faire si on faisait des injections conventionnelles, c'est-à-dire à l'aveugle. Les injections, les blind injections qu'on appelle, c'est des injections qui sont faites avec des points de repère anatomiques et qui
peuvent fonctionner jusqu'à un certain point, mais quand c'est pour aller porter un produit bien précis, on voudrait avoir une imagerie qui nous permet d'être beaucoup plus à 1 millimètre près précis dans l'endroit où on va les déposer, ce petit réservoir de plaquettes. Mais c'est captivant parce que vous avez fait le tour plein de places aux États-Unis, vous avez été en Italie, vous avez été en Australie. Fait que déjà que le vocabulaire médical est complexe en français, là, ça prend un côté bilingue parce que quand on s'en va en Italie rencontrer un médecin qui nous explique quelque chose, il parle sûrement en anglais, je me dis. Toutes les conférences à l'échelle planétaire se font en anglais, même plusieurs qui sont même en territoire francophone. Mais effectivement, la connaissance de l'anglais est vraiment un passe-partout pour ces formations-là, autant au niveau des lectures, des CD, des DVD ou des cours online, des cours en ligne ou les ateliers. J'ai fait venir également souvent des médecins des États-Unis. Donc, je réservais les services, passer une fin de semaine complète à mes frais pour permettre de faire ce qu'on appelle la courbe d'évolution, le learning curve. En une fin de semaine, tu vas comme franchir les étapes que tu aurais peut-être franchies en 2-3 ans si tu avais fait des ateliers où tu es 50 dans la même salle puis tu poses une question à l'heure. Alors que là, tu as l'expert devant toi, son belle-bol est fermé, son cellulaire est fermé. Tout ce qu'il a à faire, c'est de répondre à toutes tes questions puis de faire l'échographie avec un modèle que tu vas avoir pour vérifier. Fait que là, tu as ta liste de 300 questions puis là, il va y répondre. Alors qu'il y en aurait eu 2-3 qui auraient été répondues si tu es chanceux dans les ateliers où il y a beaucoup de gens, puis il faut qu'ils consacrent du temps à chaque personne, quand c'est un petit peu dilué. Fait que moi, ça m'est arrivé à 5-6 reprises de réserver ce que j'appelle des top guns pour venir dans mon bureau faire de l'échographie avec moi. Fait que là, ça m'a permis énormément de franchir des étapes importantes là, dans le confort que j'avais avec l'échographie. Je lève comme ça, tu sais, puis ça finit pas, là, Portugal, il y en a plein. Fait que finalement... oui, partout au monde, le volet échographie musculo-squelettique est en pleine expansion depuis une vingtaine d'années. La plupart des gens, un petit peu plus âgés, quand ils voient l'échographie, ils disent « Ah, vous allez me dire si j'ai des jumeaux, parce que l'échographie, depuis les années 50, c'était utilisé pour l'obstétrique, donc pour l'évaluation du cœur du bébé, le bassin de la maman, tout ça. Et depuis une vingtaine d'années, en médecine vasculaire, en médecine cardiaque et en médecine musculo-squelettique, c'est en expansion. Fait que les revues d'échographie ont un volet obstétrique, un volet gynécologique, mais également un volet urologique pour la prostate, la vessie, les reins. Un volet pédiatrique, parce que les fontanelles du bébé n'étant pas fermées, on peut faire des échographies cérébrales chez le nouveau-né. Et de plus en plus, d'autres volets s'ouvrent à l'inquisition, parce que l'avantage de l'échographie, c'est qu'il n'y a aucune radiation, contrairement au rayon X. Et donc, on peut le faire de façon répétitive sans créer aucun danger d'irradiation de quoi que ce soit. C'est une onde sonore, simplement. Puis avec les années, la qualité des sondes, la qualité de résolution n'arrête pas de s'améliorer, ce qui fait qu'on voit des détails de plus en plus subtils qui rivalisent avec les détails reliés à la résonance magnétique. Pour bien des radiologistes qui font l'échographie et de la résonance magnétique, ils vont dire que les appareils d'échographie modernes peuvent donner des degrés de résolution des pathologies d'épaule supérieurs encore à ce que la résonance magnétique va donner. Par contre, la résonance magnétique demeure quand même un gold standard à cause de sa capacité d'aller voir certains détails que l'échographie ne peut pas aller chercher. Donc, c'est des tests qui sont souvent complémentaires. Ça fait quoi d'être stimulé à aller chercher la connaissance comme ça? Parce que même si vous avez fini vos études il y a 40 ans, vous êtes encore très, très à jour au développement, toutes les nouveautés qui sortent. Ça fait quoi toujours s'alimenter de connaissances comme ça? Bien, en fait, c'est passionnant. C'est ce qui fait que ça me donne le moteur pour continuer à pratiquer, continuer à t'améliorer. Puis en même temps, je fais du mentorat aussi. Donc, j'ai été mentorisé. Maintenant, je mentorise. Donc, on prépare la relève. Oui. Donc, régulièrement, je vais recevoir des jeunes médecins qui se familiarisent avec l'échographie ou à différentes techniques d'injection. Et donc, ça me permet de passer le flambeau, de préparer la relève, parce que moi, le plus gros est en arrière. Ce qui s'en vient, ça va être de plus en plus un petit peu moins intense, mais tout aussi passionnant. Est-ce que vous avez aussi, je ne sais pas parce qu'on n'a pas parlé, puis je n'ai pas lu non plus dans vos choses, mais les injections pour les hormones de croissance, est-ce que vous touchez à ça?
Indirectement, si les gens viennent avec des produits et ils veulent juste que je leur montre comment l'utiliser, je peux. Mais aujourd'hui, le monde du healthy aging, alors on appelle ça anti-aging, c'est un terme qui est un petit peu antagoniste. On parle plutôt de healthy aging, donc la santé longévité, très populaire aux États-Unis, mais également partout en Europe. On valorise l'hormone de croissance comme étant une fontaine de jouvence. Et par contre, pour des raisons essentiellement légales, au Québec puis au Canada, on peut utiliser l'hormone de croissance seulement chez quelqu'un dont la prise de sang nous démontre qu'il est en carence d'hormone de croissance. À ce moment-là, on peut légalement lui prescrire, ou soit que c'est quelqu'un qui naît avec une hypophyse qui est non développée, donc qui va être un nain. Si on ne prescrit pas l'hormone de croissance, il n'y aura pas de croissance. Donc, ça c'est des critères, surtout en pédiatrie, qui sont utilisés. En médecine adulte, ça nous prend une prise de sang qui démontre qu'effectivement, la glande hypophyse ne produit plus l'hormone de croissance. Donc, on peut légalement, je dirais, recommander ces injections-là qui sont en général sous-cutanées. Mais vous en faites pas? Non, parce que je n'ai pas une clientèle en rapport avec ce genre de problème-là. Mais si, comme je vois beaucoup de douleurs chroniques, on fait un bilan santé, puis je soupçonne qu'il y a vraiment un problème hormonal, donc chez les hommes, la testostérone qui est très basse, même chez la femme, la testostérone basse, ça peut nécessiter des traitements. À ce moment-là, on établit parfois à faire un dosage de l'IGF-1, donc c'est la somatomédine, qui est la portion détectable au niveau sanguin, qui nous donne un reflet du niveau d'hormone de croissance. Et quand c'est bas, très bas, on peut recommander ce traitement. Pour revenir à votre mentorat, la différence entre les médecins dans votre temps et les médecins d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de pression, plus de stress, est-ce plus exigeant? Est-ce que vous palpez une différence entre les deux générations? Mais quand moi j'ai commencé ma pratique, les ordinateurs n'existaient peu ou pas, les cellulaires non plus. Fait qu'aujourd'hui, grâce à la révolution de la communication, tout se fait d'une façon beaucoup plus rapide, pas nécessairement facile, mais rapide en tout cas. Et les médecins sont soumis quand même à des exigences de productivité. Bien qu'on ait un nombre croissant de médecins, la population médicale s'est énormément féminisée, ce qui est quand même une bonne chose. Parce que quand moi j'étais médecin ou étudiant en médecine, il y avait un ratio d'à peu près 80-20 en termes d'assistance à la faculté de médecine. Progressivement, ça s'est rapproché de 50-50. Oups, là, ça passe de l'autre côté, c'est 80-20 en faveur des femmes. Maintenant, les femmes qui travaillent aujourd'hui, les médecins qui prennent de retraite aujourd'hui, c'est majoritairement encore des hommes, les baby boomers. À l'époque, on était majoritaire, c'est eux qui prennent de retraite en ce moment. Fait qu'eux, c'est des médecins qui travaillaient souvent 50 à 60 heures par semaine. Ils sont remplacés par de plus en plus de femmes qui, elles, n'ont pas l'intention de travailler 50-30 heures par semaine, d'autant plus qu'ils ont souvent des enfants à mettre au monde, à s'occuper. Donc, on ne peut pas s'attendre qu'une femme médecin, à moins d'être célibataire, va faire ça. Donc, automatiquement, bien que de plus en plus de médecins, mais femmes, il y a de plus en plus d'orphelins de médecins. Les orphelins de médecins, c'est des patients dont le médecin est décédé ou le médecin a pris sa retraite, puis la personne, il n'a pas pu dire, tiens, mes dossiers, je les donne à tel médecin, c'est lui qui faut t'occuper de toi maintenant, comme ça se faisait avant depuis toujours. Ça ne se fait plus vraiment facilement, justement, parce que les médecins prennent leur retraite et ils n'ont pas nécessairement transféré ça à quelqu'un d'autre. Ils ont l'obligation légale de conserver les dossiers. Puis là, chaque patient peut aller chercher leur dossier puis se mettre en liste pour éventuellement avoir un médecin de famille. Donc ça, c'est une situation qui met un peu de pression parce que les médecins d'aujourd'hui sont peut-être moins enclins, même les médecins hommes sont moins enclins à vouloir faire du 40, 50, 60 heures par semaine. Ils veulent avoir des enfants, ils veulent avoir des loisirs, ils veulent avoir une qualité de vie qui autrefois était un petit peu laissée pour compte parce que la passion et la vocation. Moi, je ne suis pas vocationnel parce que malgré que j'ai travaillé beaucoup d'heures et beaucoup d'années, j'ai toujours eu le souci de garder des zones de régénération dans mon couple et dans mes habitudes de loisirs pour équilibrer l'intensité de mon travail. C'est le secret, hein, parce que si le médecin est croche, il ne pourra pas arriver à des résultats précis non plus. Exactement. S'il est toujours fatigué, s'il est toujours en pré-burnout. Okay? Donc, la notion classique pour le médecin, on appelle plus ça un burnout, on appelle ça un burn-in.
Donc, d'être brûlé de l'extérieur, il est brûlé de l'intérieur, mais il continue. Donc, un burn-out, normalement, la personne se retire de son milieu de travail parce qu'il est plus fonctionnel. Mais la plupart des médecins en burn-out continuent à fonctionner parce qu'il n'y a pas de relais, s'ils ne rentrent pas, les personnes qui rentrent. Les médecins, bon an, mal an, les statistiques ont toujours dit qu'un médecin sur deux est en pré-burn-out chronique. Il est toujours sur le bord. Donc, 1 sur 2, c'est un gros chiffre. Ouais. Et pour des gens qui doivent donner des soins, qui sont toujours sous-mentionnés de fois. De toute façon, moi, quand je fais une entrevue, je fais toujours comme si le collège des médecins écoutait ce que je dis. Donc, ce que je dois dire doit être impeccable, puis ne doit pas porter flanc à aucune exagération. Le collège des médecins exige que toutes nos cartes d'affaires puis nos présentations publiques soient dénuées de superlatifs ou d'insinuations comme quoi on est des porteurs de guérison pour pas que ça laisse trace à quoi que ce soit au niveau marketing. Ça, c'est bien clair que j'ai aucun produit à vendre. J'explique ce que je fais, mais je n'ai aucune prétention que c'est la seule chose à faire. Et je suis en collaboration constante avec les autres thérapeutes qui gravitent là, dans les Laurentides, avec lesquels on peut partager une clientèle de gens qui sont en recherche de solutions. Mais c'est assez innovateur déjà, parce que il y a 10 ans, c'était très innovateur dans le sens que 99% des médecins ne savaient même pas que le mot PRP existait, le plasma, puis que le plasma et les plaquettes pouvaient être utilisés de façon thérapeutique au niveau musculo-squelettique. On savait que les gens avaient des greffes de moelle, des injections de plaquettes quand il y avait des carences au niveau hématologique, mais qu'on utilisait les plaquettes pour activer la réparation de certaines blessures. C'était relativement nouveau. Alors que 10 à 12 ans plus tard, maintenant, c'est même des médecins qui nous réfèrent leurs patients pour dire j'ai injecté le genou, j'ai injecté l'épaule, ça marchait, là, ça ne marche plus, est-ce que le PRP pourrait l'aider? Donc, ils ont entendu ça en regardant dans les revues ou en assistant des cours de médecine générale, de médecine sportive. Il y avait des présentateurs qui leur expliquaient que ça faisait partie des outils de traitement qui évoluent depuis longtemps. Et donc, ils savent que ça existe. Puis là, ils m'envoient des patients pour un problème d'épaule. Je retourne un rapport, puis dans le rapport, c'est marqué que voici les soins que nous, on utilise. Puis il voit le mot PRP. Hey, j'ai vu ça dans un congrès. Ah, ça dit que lui fait du PRP. OK, peut-être que je vais pouvoir l'utiliser à un moment. Fait que c'est comme ça, du bouche-oreille. J'ai même des orthopédistes de la région qui veulent repousser le plus longtemps possible certaines interventions chirurgicales, des remplacements de genoux, de hanches, ou des déchirures de ministre, de ligaments. Puis il dit, bien, va te faire soigner de façon par des différents types d'injections. Puis si ça marche bien, on sera au besoin. Puis si ça ne marche pas, il y aura toujours lieu d'intervenir de façon chirurgicale. Fait que nous autres, on n'est pas anti-chirurgie, on est plutôt pour les approches non chirurgicales, à moins que ce soit évidemment chirurgical. Fait que là, c'est mon travail de discerner ça avec mon patient. Je peux-tu vous poser une question personnelle pour m'expliquer, dans le fond, comment l'ordre des médecins fonctionne? Pourquoi ils sont réfractaires à s'ouvrir à toutes les sources qui pourraient être bienfaisantes pour aider une personne? Pourquoi que c'est un clan fermé? J'aimerais ça comprendre pourquoi que tout le reste est tassé, qu'il n'est pas considéré. En fait, il est considéré, mais avec un point de vue très... le plus scientifique, qu'on appelle evidence-based, selon les données de la médecine, les données probantes de la médecine scientifique. Ce qui fait qu'automatiquement, en adoptant ce point de vue-là, ils vont exiger que chacune des interventions qu'on fasse puisse être appuyée par des données scientifiquement validées pour montrer, premièrement, l'innocuité de l'intervention et deuxièmement, son efficacité. Donc, en se basant là-dessus, il y a beaucoup d'approches qui sont un petit peu lacunaires au niveau de leurs preuves scientifiques et automatiquement le Collège des médecins ne les considère pas, à moins qu'on puisse documenter nos interventions avec des preuves, des papiers, des études cliniques, des choses qui démontrent l'efficacité et l'innocuité. C'est les deux paramètres sur lesquels on devrait toujours se poser la question, est-ce que j'ai introduit cette nouvelle approche dans ma pratique? Et non pas pour des pressions sociales, mais des pressions économiques. Je prends juste l'exemple des bactéries lactiques, des bonnes bactéries pour l'intestin et tout ça. Au début, c'était les naturopathes qui en parlaient beaucoup, et ça a pris beaucoup de temps avant qu'à un moment donné, j'entende une médecin de famille qui me dit « Ah, prends donc des bactéries lactiques. »
Oh, des probiotiques. Oui, c'est ça. Même des prébiotiques. Oui, fait que là, c'est ça. Fait que, il a fallu que ceux qui s'occupent des probiotiques apportent des preuves pour que ça se rende jusqu'au système de santé. On peut dire oui, effectivement, quand il y a eu, sinon, je vais donner un exemple d'un produit très québécois qui est bien connu, Bioca. Donc, ça fait partie des produits probiotiques qui ont été le plus étudiés, qui ont été présentés devant des groupes médicaux qui ont utilisé ça pour plusieurs problèmes digestifs en général, avec des bons résultats. C'est sûr que les autres marques qui ne sont pas du Bioca ont été également utiles. Et donc, on a vu dans les dernières années de multiples commerciaux à la télévision vantant les mérites de tel yogourt, de telle approche à base de probiotiques. Et donc, la flore intestinale est de plus en plus regardée comme étant un incontournable pour la santé générale, pour de multiples raisons. Donc, je dirais que depuis une dizaine d'années, il y a des milliers d'articles qui ont été de recherche clinique, puis de recherche d'intervention, ou de recherche en laboratoire, là, qui ont démontré les bienfaits des agents qui corrigent la flore intestinale, puis qui la rendent le plus efficace possible. Et il y a de multiples rôles, ces microbes-là, qu'on ne savait pas. Hein. Donc, à mesure qu'on apprend à déchiffrer tout ce langage-là. Une personne est arrivée, là. Ah oui, OK. Oui. La personne de Québec. Oui. Okay. Ah, OK. Bon, parfait. Dernière question concernant la médecine miraculeuse. Ça, c'est non explicable scientifiquement, mais ça arrive souvent que la personne se rétablit de façon à ne pas le prouver scientifiquement. Il y a beaucoup de cas comme ça aussi. Fait que ces cas-là, finalement, au niveau de la médecine, c'est Bien, effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui n'ont pas déjà vu au moins un ou plusieurs cas de ce qu'on appelle des guérisons spontanées. Les guérisons spontanées, ça veut simplement dire qu'on n'est pas, on n'a pas exactement les réponses à pourquoi cette personne-là guérit, alors que la plupart des gens qui font ce problème-là finissent par décéder. Cette personne-là s'est sortie non seulement indemne, mais en très bonne santé générale. Fait que c'est ces cas-là qui devraient être étudiés et non pas ceux qui décèdent. Parce que ceux qui décèdent sont arrivés au bout, ça n'a pas marché. Mais tous ceux qui s'en sortent, alors que normalement ils ne devraient pas être là, il y a 1%, devraient être investigués. Puis d'ailleurs, ça a été la thèse de doctorat d'une chercheuse américaine qui est allée interviewer 1000 cas de rémission radicale. Fait que le titre de son livre, c'est Radical Remission. Donc en français, traduit en français, rémission radicale. Elle a interviewé 1000 personnes qui avaient des cancers en phase 4, avec métastases partout, ou des myélomes multiples, ou surtout des cancéreux, mais également d'autres maladies très, très terminales qui normalement devraient pu être là. Puis elle est allé les rencontrer souvent des années plus tard, où il n'y avait plus aucune trace de la maladie, puis pourtant les dossiers médicaux étaient mais il était bloqué, il n'y avait plus de solution. Là. Il était bloqué, exactement. On l'avait souvent fermé 12 ans, on disait à préparer vos papiers, il n'y a plus rien d'autre qu'on peut faire. La chimiothérapie ne marche pas, vous n'êtes pas opérable, ou bien on vous opère, puis finalement c'est tout pareil. Allez faire vos papiers, puis allez raconter vos êtres chers, puis finalement 5 à 10 ans plus tard, ils sont encore là. Et donc, elle a essayé de voir, y a-t-il un commun dénominateur chez ces personnes-là? Elle a trouvé comme une trentaine de points qui reliaient ces 1000 personnes-là. Puis elle les épluchait en plus, on en a regardé 10. Puis avec ces 10-là, elle a fait les 10 chapitres de son livre. Puis elle a fait sa thèse de doctorat sur les rémissions radicales. Et sur les 10 facteurs associés à une rémission radicale, il y en a 3 qui sont biologiques. Puis il y en a 7 qui sont psychodynamiques. Donc, ça met encore, que ce soit juste la qualité du réseau social, la qualité de son image personnelle, ou l'absence de traumatisme plus jeune qui paralyse ton système immunitaire 40 ans plus tard. Tous ces facteurs-là, chez elle, chez ces 1000 personnes-là, elle a mis en évidence des aspects qui les faisaient, qui étaient des points communs chez ces gens-là, donc qui pourraient donner des pistes à réfléchir. Fait que moi, tous les patients qui viennent me voir, qui font face à une maladie terminale ou dont un proche fait face à ça, je leur suggère d'aller lire ça quand même, que ce serait simplement pour leur donner une perspective que c'est jamais tout à fait terminé. Non, ben, il y a toujours de l'espoir. Je suis pas en phase terminale, puis ça m'intéresse. Docteur Michel Taillefer, merci de votre temps, merci de votre disponibilité. Pour vous remercier, j'aimerais vous offrir une copie de mon livre, Guérir avec les stars. C'est des entrevues avec des personnes décédées que j'ai faites. OK.
Et on guérit des espaces en conscience, évidemment. Bon, ça se perd à tous les points de vue, quand on est ici ou quand on est rendu de l'autre côté. Exactement. Mais merci infiniment. Alors, plexusmédical.ca, dans le coin de Saint-Sauveur, dans les Laurentides. N'hésitez pas, il est associé avec Dr Dumontier aussi. Alors, 2 Top Gun pour vos lésions. Et puis, c'est de la libération, finalement, à replacer. Des problèmes qui nous handicapent dans notre journée, qui peuvent être tout simplement améliorés par une innovation médicale apportée par la grande quête de la connaissance et de l'information de Dr Taillefer. Merci beaucoup. Merci. Passez une belle journée. On se revoit plus tard.